Bonjour, je m'appelle Jean-François Colonna et je fais de la recherche au Centre de mathématiques appliquées de l'École polytechnique. Je m'intéresse en particulier à la bonne utilisation scientifique des ordinateurs. Comment garantir une meilleure qualité des résultats produits, mais aussi comment exploiter au mieux ces mêmes résultats. L'image joue alors un rôle essentiel, celui d'un médiateur entre les hommes et leurs machines. Or, il est des sujets qui n'auraient probablement pas émergé aussi rapidement sans les ordinateurs et leurs immenses possibilités en matière de calcul et de visualisation. C'est certainement le cas de la géométrie fractale, objet de ce document, dans lequel nous essaierons de répondre à plusieurs questions et en particulier. Comment est-elle apparue ? Quel lien entretient-elle avec les nombreux objets et formes de la nature ? Peut-elle être considérée comme un nouvel outil de création artistique ? Et cette dernière question est pertinente puisque cette nouvelle géométrie permet de produire des formes autrement inimaginables. Nous allons en voir de nombreux exemples. Mais il est important de noter dès à présent que toutes les images qui seront présentées, même les plus réalistes, ont été calculées uniquement à partir de modèles mathématiques. Mais au préalable, rappelons ce que sont les mathématiques. Pour beaucoup, elles sont inutiles, alors qu'en réalité, elles sont omniprésentes, aussi bien dans la vie courante que dans la recherche la plus fondamentale. Sans elles, et les trois piliers de la physique actuelle, la mécanique quantique, la relativité restreinte et la relativité générale, le GPS n'existerait pas alors qu'il est devenu en quelques années indispensable à tout un chacun. Pour Galilée, les mathématiques étaient le langage de la nature, que l'homme devait connaître pour la comprendre. 400 ans plus tard, cette conviction est chaque jour renforcée. Ainsi que le déclarait Eugène Wigner, prix Nobel de physique en 1963, les mathématiques décrivent notre réalité avec une redoutable efficacité. Des particules élémentaires à notre univers et au-delà. Elles sont un véritable instrument d'optique virtuelle qui nous révèle chaque jour de nouvelles entités autrement inaccessibles à nos sens. C'est ainsi, par exemple, que 100 ans après leur découverte théorique par Albert Einstein en 1915 et 1916, les premières ondes gravitationnelles ont enfin pu être observées. Ces succès étaient alors et sont considérables. Mais malgré tout, jusqu'à un passé récent, à des questions pourtant d'apparence simple et naïve, les mathématiques ne pouvaient pas répondre. Ainsi, face à la question « Quelle est la forme d'un nuage ?», elles restaient muettes. Pour comprendre comment une réponse à ce type d'interrogation a pu être apportée dans les années 1960 par Benoît Mandelbrot et ses fractales, il convient de revenir au milieu du XIXe siècle. Jusqu'au milieu du XXe siècle, le mot fractal n'existait pas. Et pourtant, les concepts sous-jacents n'attendaient qu'à être révélés. En oubliant la rigueur habituelle des mathématiciens, on dira qu'une courbe est continue s'il est possible de la tracer sans lever le crayon de la feuille de papier. Or, jusqu'au milieu du XIXe siècle, on croyait qu'une telle courbe possédait une tangente en chacun de ses points. Et puis, soudainement, apparurent sous l'impulsion de mathématiciens tels Cantor, Peano, Sierpinski, Weierstrass, von Cor et d'autres encore, des monstres, des courbes continues sans tangente. Charles Hermite les considérait d'ailleurs comme une plaie lamentable qu'il regardait avec effroi. Évidemment, ces courbes ne peuvent être dessinées ni sur une feuille de papier, ni sur un écran d'ordinateur, car en effet, dans le cas contraire, le vecteur vitesse du tracé définirait en chaque point une tangente. Seules des approximations plus ou moins grossières peuvent donc être présentées. Mais cela ne doit pas choquer. Cette situation est fréquente en mathématiques. Ainsi, on parle de la transcendance du nombre pi, on le manipule, on l'utilise dans des calculs, mais seules ces premières décimales peuvent être connues et affichées. L'exemple le plus trivial que l'on puisse donner de tels monstres est celui de la courbe de von Cor. Sa définition est en fait donnée par une règle de construction tout à fait élémentaire, que l'on répétera ensuite sans fin, ou presque. On dit alors que l'on itère. Le point de départ est un segment. En son tiers central, on dessine un triangle équilatéral
dont on efface ensuite la base. Cette unique et simple règle est ensuite répétée sur les 4 petits segments que l'on vient d'obtenir, et ainsi de suite. On voit qu'ainsi, on ajoute indéfiniment de plus en plus de pointes qui sont de plus en plus petites. Cette courbe est souvent présentée sous la forme d'un flocon dit de Foncor, dont voici les 4 premières itérations superposées. Le lien entre la courbe de Foncor et les nuages pour lequel nous cherchons à définir mathématiquement la forme n'est pas évident. Mais regardons les choses de plus près en observant maintenant 2 propriétés étonnantes de la courbe de Foncor et de ses sœurs. Voici 3 étapes, 1, 2 et 90 de la construction de cette courbe. Supposons que le segment de départ marqué en bleu sur cette figure mesure 1 mètre. On voit nettement que la longueur du tracé violet à l'itération 2 est supérieure à celle du tracé rouge à l'itération 1, qui est elle-même plus grande que celle du segment. La longueur croît au cours des itérations. À chacune de celles-ci, elle est évidemment simplement multipliée par 4 tiers. À l'itération 90, la longueur est donc égale à 4 tiers puissance 90, c'est-à-dire 175 584 548 321 mètres, soit plus que la distance de la Terre au Soleil, qui vaut environ 150 millions de kilomètres. Nous sommes donc en présence d'une courbe qui est clairement d'un encombrement fini, alors que sa longueur est à la limite infinie. Or, dans la nature, nombreux sont les objets où cohabitent à la fois le fini et l'infini, où dans ce contexte, infini signifie beaucoup. C'est ainsi le cas des alvéoles pulmonaires, dont le volume est faible et inférieur évidemment à celui de la cage thoracique, alors que la surface totale est comprise entre 100 et 200 mètres carrés chez l'adulte. La courbe de Foncor possède une autre propriété extraordinaire, celle de l'autosimilarité. Cela signifie que la forme globale se retrouve à toutes les échelles d'observation, comme le montre ce zoom de rapport 3. Une telle propriété se rencontre aussi dans de nombreux objets de la nature, et en particulier dans beaucoup d'espèces d'arbres, et en particulier les chênes. Ainsi, en prenant la plus grosse branche, marquée en rouge, et en la posant par terre, nous obtenons un nouvel arbre, mais plus petit. Cette opération peut ensuite être répétée plusieurs fois. Mais dans la nature, évidemment, cette propriété d'autosimilarité n'est ici qu'approximative et sur un nombre fini de niveaux. On dira qu'un objet est fractal s'il possède les 2 propriétés que l'on vient de voir avec la courbe de Foncor. D'une part, la cohabitation de mesures finies et infinies, et d'autre part, l'autosimilarité. On pourra dire aussi qu'il est une fractale. Comme nous l'avons remarqué, on trouve dans la nature des objets possédant les mêmes propriétés que la courbe de Foncor. Ils sont donc fractales. Mais les alvéoles pulmonaires et les arbres que nous venons de voir ne sont pas les seuls. C'est aussi le cas des montagnes, des côtes ou encore des nuages. Et pourquoi en est-il ainsi ? L'exemple des alvéoles pulmonaires permet d'ébaucher une réponse. Elles assurent des échanges gazeux. Il est donc important de maximiser la surface d'échange, mais d'un autre côté, le volume occupé doit être minimal pour des raisons structurelles. Si la nature avait privilégié une géométrie plus conventionnelle, en donnant à la surface par exemple la forme d'une sphère, celle-ci devrait avoir un diamètre compris entre 6 et 8 mètres. Il est évident qu'une telle structure ne serait pas viable. Les objets fractales sont de toute évidence complexes, irréguliers, rugueux. Il est donc essentiel de disposer d'une mesure de ces propriétés. C'est la dimension fractale. Pour la définir simplement, il convient de revenir à la notion de volume, soit donc un cube K de côté C, que l'on suppose entier pour simplifier. Son volume V est défini par le côté C à la puissance 3. On en déduit que 3 est égal au logarithme du volume V divisé par le logarithme du côté C. Mais le volume V est aussi le nombre n de copies du cube unité U contenu dans le cube K. Le côté C est aussi le rapport d'homothétie H permettant de passer du cube unité U au cube K. Enfin, la constante 3 est aussi la dimension D du cube K. La dimension D est donc égale au logarithme de n divisé par le logarithme de h. Cette définition peut être étendue à tout objet et D est alors appelée dimension fractale. Dans le cas de la courbe de Foncor, le nombre n de copies est égal à 4 et le rapport d'homothétie h à 3.
sa dimension fractale est donc égale au logarithme de 4 divisé par le logarithme de 3, c'est-à-dire approximativement 1,26. Ainsi, la dimension fractale D de la courbe de Foncor est comprise entre 1 et 2. Cette courbe est donc intermédiaire entre une droite de dimension D égale 1 et un plan de dimension D égale 2. Dans la définition de la courbe de Foncor, le hasard n'intervient pas. Il en est de même de nombreux autres objets qui font alors partie de la géométrie fractale dite déterministe. Beaucoup d'entre eux sont très réguliers. C'est par exemple le cas du tapis de Sierpinski. Il est obtenu à partir d'un grand carré que l'on perce de trous carrés de plus en plus petits. C'est aussi le cas de l'éponge de Menger, obtenue suivant le même principe à partir d'un grand cube, que l'on perce de trous cubiques de plus en plus petits. Cet objet possède une propriété étonnante. À la limite, sa surface est infinie et son volume nul. Mais d'autres, malgré l'absence de hasard, sont très irréguliers. Ainsi, le fameux ensemble de Mandelbrot, calculé dans le plan complexe, ou bien cet ensemble de Julia, calculé dans un espace à 8 dimensions, ou encore cet ensemble plein de mystères, obtenu dans un espace tridimensionnel. Pour répondre enfin à la question de la forme d'un nuage, il est évident qu'il convient d'ajouter une dose d'aléatoire. C'est l'objet de la géométrie fractale dite non déterministe. Il est alors possible de produire des images réalistes de paysages terrestres, telle cette vue de monument de vallée au lever du soleil, ou cette montagne dans le brouillard. Mais il est aussi possible d'aller plus loin, et par exemple sur la Lune, ou encore dans des contrées inexistantes. Il est essentiel de bien comprendre que ces lieux n'existent que dans la mémoire de nos ordinateurs, et qu'il ne s'agit surtout pas de photographies prises ici ou là. Les structures fractales semblent omniprésentes et émergent bien souvent de processus très élémentaires, tant réels qu'abstraits. Ainsi, en présence d'un potentiel central attractif, cette marche aléatoire de particules qui se collent les unes aux autres lors de leur collision produit un agrégat fractal. C'est aussi le cas de la diffusion bidimensionnelle qui modélise la propagation d'un incendie de forêt ou encore la soudure de deux métaux. Le front de diffusion est une courbe fractale de dimension égale à 7 quarts, valeur proche de 2. Mais le chemin à suivre pour calculer et visualiser des fractales peut être tortueux et semé d'embûches. Tous les objets fractales reposent sur la notion d'itération. Une ou plusieurs opérations doivent être répétées théoriquement une infinité de fois. Mais pour des raisons pratiques évidentes, il est clair que cela est impossible et qu'il faut bien s'arrêter au bout d'un certain temps. Or, ces opérations sont bien souvent conditionnées par des tests. Que se serait-il donc passé si une itération de plus avait été effectuée ? On voit ainsi par exemple que la représentation de l'ensemble de Mandelbrot dépend fortement du nombre d'itérations 1, 2, 3 ou 4 utilisées. Évidemment, les objets fractales que nous venons de voir ont tous été calculés à l'aide d'ordinateurs. Et contrairement à une croyance bien ancrée, ces machines ne calculent pas exactement, sauf cas particuliers. La sensibilité à ces erreurs dites d'arrondi dépend du problème traité. En général, le calcul des objets fractales y est très sensible. Cela se voit par exemple lors du calcul de l'ensemble de Mandelbrot. Les points blancs de cette image montrent les différences entre deux calculs faits avec deux précisions différentes, 32 et 64 bits. Enfin, les objets fractales étant infiniment compliqués et résidant en général dans des espaces à plus de 2 dimensions, ils ne peuvent pas être représentés dans leur intégralité et avec une précision absolue. Ainsi, on ne saura certainement jamais à quoi ressemble réellement cet ensemble de Julia dans son espace à 8 dimensions et dont on ne voit ici qu'une section tridimensionnelle projetée sur un plan. L'intérêt esthétique de la plupart des objets fractales qui ont été présentés est évident.
La géométrie fractale, en plus d'être un outil mathématique nous permettant d'améliorer notre compréhension de l'univers, est donc aussi un outil de création artistique et une source d'inspiration pour les artistes, peintres, sculpteurs, musiciens. Mais grâce à elle, il est possible d'aller plus loin. L'œuvre d'art pourrait ne plus être le résultat tangible, mais bien plutôt la formule ou encore l'algorithme sous-jacent. L'œuvre deviendrait alors potentielle. Voilà, nous avons vu que les objets fractales étaient autosimilaires et possédaient simultanément des mesures finies et infinies. Il est possible de généraliser cette définition en disant qu'est fractale une structure possédant des détails éventuellement différents à toutes les échelles d'observation. Mais cela n'est-il pas l'une des caractéristiques de notre réalité telle que nos recherches nous la dévoilent? Alors, ne serait-elle pas, avec notre science qui la décrit, l'ultime fractale? Je vous remercie pour votre attention.